Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale santé du futur et docteur augmenté. En effet, dans cette émission, grâce à nos invités, nous allons vous faire découvrir comment dès demain, votre médecin va pouvoir passer davantage de temps avec vous en consultation grâce aux nouvelles technologies, comment l'intelligence artificielle va permettre des diagnostics encore plus précis et surtout comment notre système de soins va pouvoir financer toutes ces innovations. Le numérique pour tous spécial docteur augmenté médecine du futur, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le président d'une association qui aide des startups et les PME de la filière santé à concevoir et développer rapidement de nouvelles innovations et surtout les rendre accessibles aux patients parce que c'est ça l'essentiel. Franck Mouton, bonjour. On est ravis de vous avoir aujourd'hui en plateau. Donc vous êtes le président de France Biotech. Avant de commencer, expliquez-nous quelle est la mission de France Biotech. Alors la mission de France Biotech est double. Une première qui est de pouvoir fournir aux entrepreneurs de ce secteur toutes les informations qui leur sont nécessaires pour pouvoir développer leur projet, que ce soit sur le financement, la fiscalité, les enjeux réglementaires, les enjeux d'accès justement aux patients, les enjeux également de prise en charge et de modèles d'affaires. Et l'autre mission qui est une mission de favoriser les conditions de ces entreprises pour qu'elles continuent à se développer, à se déployer sur le territoire français. Et donc c'est une mission d'affaires publiques que nous faisons auprès des pouvoirs publics et notamment des 3 ministères qui nous concernent, que sont l'industrie, la recherche et la santé. Alors pour être très concret et par rapport à nos auditeurs qui sont tous des patients en potentiel, expliquez-nous concrètement quel type de produits justement et quel type de services chez France Biotech vous accompagnez. Alors, les entreprises qui sont adhérentes de France Biotech sont aujourd'hui au nombre de 650 sur l'ensemble du territoire français et elles concernent en fait les 3 grandes familles technologiques dans le domaine de l'innovation en santé. D'abord les biotech, donc ce sont des entreprises qui développent des médicaments et notamment des médicaments très innovants, comme vous avez pu l'entendre sur les thérapies géniques, ouais, les thérapies cellulaires. Des nouvelles modalités aussi de vaccination. On l'a vu effectivement pendant la crise sanitaire. Et donc toutes ces entreprises-là innovent pour essayer de trouver des solutions qui sont beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus en lien avec le mécanisme d'action de ces maladies pour pouvoir les traiter, ralentir l'évolution, parfois même les guérir. Donc ça, c'est un gros enjeu de santé publique et la France est très bien placée en termes d'innovation thérapeutique. Avec des espoirs concrets. Avec des espoirs concrets. On a vu effectivement des résultats cliniques très récents, par exemple avec Acticor dans le domaine de l'accident vasculaire cérébral, alors que c'est un domaine qui était très peu adressé par l'innovation. Et c'est une innovation française qui conduit justement à pouvoir améliorer la prise en charge et réduire le fardeau d'un accident vasculaire cérébral. Dans votre périmètre, vous avez aussi donc ce qu'on appelle les medtech. Les dispositifs médicaux. Les medtech, oui. Donc effectivement, ce sont des entreprises qui développent des dispositifs médicaux qui peuvent être de nature extrêmement différente. Des dispositifs médicaux de diagnostic, typiquement des sondes d'échographie, des nouvelles modalités d'imagerie. Mais c'est également des dispositifs médicaux implantables. Par exemple, vous avez une entreprise qui s'appelle CoreWave qui vient de monter une usine à Clichy et qui développe en fait une valve, un système qui permet, en cas d'insuffisance cardiaque, de pouvoir permettre aux gens de survivre. Donc des innovations vraiment qui de rupture, sont très positives, de rupture pour nos patients. Quoi. Et en plus avec un impact industriel sur notre territoire. Et dernier point, vous intervenez donc sur ce qu'on appelle la e-santé. Concrètement, quelques exemples qui parlent dans le quotidien de... Tout à fait. Alors la e-santé est quelque chose d'extrêmement large. Le numérique en santé est extrêmement foisonnant avec deux transformations. La transformation liée aux données de santé et la transformation liée aux IA et à toute forme d'intelligence artificielle.
Là, je pourrais mentionner par exemple pour la découverte de médicaments, une société comme Akemia qui vient de passer un jalon très important en termes d'attractivité investisseur. Et qui fabrique des molécules, il faut le dire à nos auditeurs. Exactement, visuel, en fait, c'est une société qui accélère la découverte de nouveaux médicaments à travers justement les outils d'intelligence artificielle et de données. Vous avez des solutions de télésurveillance, vous avez des solutions de thérapie digitale, là aussi. Donc, c'est des solutions qui sont directement adressées aux patients, qui mettent en relation le patient avec le système de soins. Je pense par exemple à une société comme Oviva. France Biotech a développé d'ailleurs une task force dédiée à l'émergence de ces thérapies digitales qui vont aider aussi à la prévention et à la prise en charge. Vous avez aussi tout ce qui est développement clinique avec les outils de numérisation, les outils de décentralisation. Et là, c'est encore du numérique. C'est des outils vraiment numériques qui permettent de favoriser les essais cliniques sur notre territoire. Alors Franck, pour donner vraiment un désespoir concret à nos auditeurs, quelles sont les innovations que vous avez accompagnées et dont on peut être fier, qui vont vraiment, dans quelques mois ou quelques années, changer la vie des patients de manière très opérationnelle? Alors, accompagner, c'est pas je dirais que c'est pas forcément le terme que j'emploierais, mais c'est plutôt effectivement comment ces entreprises-là bénéficient de l'environnement de France Biotech. On l'a mentionné sur la découverte de médicaments avec Akemia. On peut aussi mentionner comme figure emblématique White Lab Genomics qui, pareil, utilise des données qui permettent d'accélérer la découverte de médicaments. On a aussi sur le diagnostic et le suivi des patients, notamment dans la greffe de rein, une société comme Predict4Health qui permet d'améliorer considérablement la survie en cas de greffe de rein des patients. Sur la télémédecine et tout ce qui est télésurveillance, je pourrais mentionner Resilience Care aussi, qui est aujourd'hui en train de se déployer massivement sur le territoire français, qui permet d'améliorer la prise en charge, et on l'a vu dans le cadre des déserts médicaux, dans le cadre de la capacité justement des soignants à pouvoir suivre leurs patients à distance. C'est un énorme atout qu'on a. La France est le premier pays européen à avoir accepté dans le droit commun, c'est-à-dire notre sécurité sociale rembourse l'utilisation de la télésurveillance, et c'est le premier pays européen à avoir mis ça en place. Alors là, vous touchez un sujet sensible. J'ai envie de vous demander, on génère de plus en plus d'innovations, donc ces innovations ont un prix. Les investisseurs veulent que les innovations soient rentables, et paradoxalement, on a un système de soins qui est un peu en train d'imploser. La caisse d'assurance maladie ne va peut-être pas pouvoir financer tout ça. Expliquez-nous un peu concrètement. Alors, vous encouragez l'innovation, ce qui est très bien, on est tous en faveur. Qui va payer ? Alors, ça reste un vrai sujet, vous l'avez exactement, c'est la bonne description, c'est-à-dire que on a en France une capacité de recherche, une recherche fondamentale de très haut rang, une recherche médicale, biomédicale au sein aussi des centres hospitaliers, qui est d'excellente réputation. On est capable de faire émerger, de faire naître. On est extrêmement foisonnant sur la naissance. En revanche, effectivement, il y a comment on finance jusqu'au bout, et y compris dans la prise en charge. Ça, c'est une vraie question. On a des réponses ? On a des débuts de réponse ? La Première ministre avait mis en place une mission qui s'appelait la mission Borne, qui c'est une mission régulation et prise en charge des produits de santé. Il y a un certain nombre de mesures, des mesures de rationalisation déjà des dépenses par rapport à ce qui existe, et puis comment faire de la place pour l'innovation. Là-dessus, il y a beaucoup de leviers, c'est-à-dire par exemple une prise en charge maîtrisée, c'est-à-dire le bon usage au bon patient, au bon moment, pendant la bonne durée. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut optimiser pour ces solutions-là. Mais ça veut dire de l'éducation, Franck. À quel moment on fait cette éducation ? C'est en cours. C'est en cours. On est tous en train de travailler collectivement entre les patients, les entrepreneurs qui innovent, le système de santé. Alors on est à un tournant, vous l'avez indiqué, c'est-à-dire que on a des solutions thérapeutiques qui peuvent guérir les patients, mais qui aujourd'hui peuvent être extrêmement chères à produire et à développer. Et donc, comment on arrive à résoudre ça ? C'est une vraie question. Il va falloir en tout cas qu'on arrive à libérer de l'espace. Est-ce que la prévention va être un levier, par exemple ? Et là aussi, il y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'être envisagées sur les mécanismes de prévention. Mais vous l'avez indiqué, je pense qu'on a un vrai besoin de transformation culturelle
de cet écosystème compte tenu de l'arrivée justement de toutes ces innovations. C'est ça, parce qu'on consomme quand même beaucoup plus de médicaments en France que dans n'importe quel pays d'Europe, et on l'a vu dans la dernière allocution du président de la République sur le reste à charge. Maintenant, on va essayer de laisser une petite partie, une quote-part aux patients pour éviter qu'ils ne stockent des boîtes, etc. Ça contribue également. Ça contribue parce que ça fait partie. Enfin, il y a soit l'incitativité, soit effectivement le correctif. Et on travaille évidemment sur les deux, c'est-à-dire de responsabiliser le patient, l'usager par rapport à la consommation des produits et notamment des produits les plus innovants, et également d'accompagner, et je pense que ça aussi, l'accompagnement du système de santé en France est très particulier parce qu'on est un des rares pays dans le monde à pouvoir permettre des accès précoces, c'est-à-dire la capacité de notre système de santé à commencer à prendre en charge alors même que le médicament n'a pas, ou la solution innovante n'a pas encore son autorisation de mise sur le marché. Et ça peut permettre aussi, au fur et à mesure, de démontrer la valeur, d'avoir des contrats de performance. C'est-à-dire que si la solution a un réel apport chez le patient, de pouvoir la rémunérer à sa juste valeur. Et si ça ne tient pas ses promesses, à ce moment-là, de pouvoir revoir effectivement les conditions économiques qui sont associées. Une question pour nos auditeurs qui ont besoin de voir des résultats très concrets et très rapidement. On parle beaucoup aujourd'hui des déserts médicaux et du manque de personnel à l'hôpital. Dans les innovations que vous générez, il y a des réponses justement à ces fameux déserts médicaux. Est-ce que les nouvelles technologies vont être un remède presque définitif et pérenne? Et pareil pour le système de soins qui est un petit peu embolisé? Alors, dire que ça va résoudre tous les problèmes, évidemment non. En revanche, effectivement, on a beaucoup de solutions qui améliorent les parcours de soins, réduisent l'errance diagnostique, c'est-à-dire que les gens restent moins longtemps sans savoir quelle maladie ils ont la capacité, comme on l'a dit, de prendre en charge à distance, mais je pense qu'on devra de toute façon permettre aux patients d'avoir une relation étroite avec son soignant, et ça doit rester. Le numérique ne doit pas remplacer. C'est un outil qui doit libérer du temps médical ou du temps paramédical pour que justement les patients se sentent pris en charge. Ça, c'est extrêmement important, qu'on soit dans la prévention comme dans la prise en charge des maladies. Franck, pour conclure, le Covid a mis à mal quand même notre souveraineté, puisque le vaccin de l'ARN messager était un vaccin qui venait d'Allemagne. Est-ce qu'on est condamné à être dépendant ou est-ce qu'on peut recouvrir une forme de souveraineté? Non, je crois que là-dessus, on a d'énormes atouts. Je l'ai dit au départ, effectivement, dans la capacité d'innovation basée sur une recherche d'excellence. C'est vraiment quelque chose qui est reconnu internationalement. Je pense qu'on a aussi des choix qui ont été faits par le gouvernement, notamment à travers France 2030, avec les 7,5 milliards, c'est sans précédent, l'investissement qui est réalisé sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche jusqu'aux patients, sur notre territoire français, 7,5 milliards destinés à l'innovation en santé. On a aussi des dispositifs de financement dans les technologies, avec notamment le dispositif Tibi et la capacité à mobiliser l'épargne des Français pour pouvoir investir dans ce secteur-là. Donc on a énormément d'atouts. Après, le sujet du vaccin, il ne faut pas oublier que en mars 2020, personne n'était en capacité de dire quelle allait être la modalité technologique qui allait vraiment être la plus efficace. Ouais, on ne refait pas l'histoire, vous avez raison, mais c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup Franck Mouton, je rappelle que vous êtes président de France Biotech. Restez avec nous, dans quelques instants, nous vous ferons découvrir comment l'intelligence artificielle va permettre à votre médecin de passer davantage de temps avec vous en consultation. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans ce numérique pour tous spécial santé et docteur augmenté, j'ai le plaisir d'accueillir un médecin qui s'est laissé séduire par les nouvelles technologies. Arnaud Villemé, bonjour. Donc vous êtes directeur médical de la solution Nuance, qui est une entreprise du groupe Microsoft. Et donc vous permettez, grâce à cette solution, d'augmenter définitivement les docteurs pour qu'ils aient une meilleure relation avec leurs patients. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste là. Alors déjà, Nuance aujourd'hui, on est les leaders mondiaux en reconnaissance vocale. Donc vous avez déjà été en consultation avec votre médecin et vous avez probablement vu peut-être votre médecin pendant la consultation utiliser un microphone et dicter directement dans le dossier patient informatisé, ou à la fin de la consultation faire le compte-rendu devant vous afin que vous puissiez partir directement avec votre compte-rendu. Donc ça, c'est vraiment notre solution phare portée par l'intelligence artificielle, ce qui permet aux médecins de gagner beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on a développé des solutions avec toute l'émergence des technologies d'intelligence artificielle générative, une solution qui va
permettent, pendant la consultation, donc on enlève la table, je m'assois, je suis votre médecin. Mon médecin. Voilà, vous asseyez en face de moi, il n'y a plus de table, il n'y a plus d'ordinateur. Et avec votre accord, j'ai demandé de savoir si vous êtes OK d'être enregistré pendant la consultation. Vous allez me dire oui. Et on va lancer l'enregistrement. On va faire une consultation normale. Je vais demander pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui se passe. Je vais faire un examen clinique. Pendant l'examen clinique, je vais aussi dire ce que je suis en train de trouver. Ce n'est pas notre fort en général, les médecins. En général, on fait notre examen clinique, on ne dit pas ce qui se passe. Une fois que la consultation est terminée, je vais vous faire une prescription et vous dire ce qu'il en est. À la fin de la consultation, grâce à la technologie, le compte-rendu va être généré automatiquement du fait de retranscription en temps réel de notre conversation. Et ça, c'est vraiment un gain de temps indéniable pour nous les médecins et pour vous les patients, parce que vous allez, à la fin de la consultation, avoir votre compte-rendu et pouvoir, bien évidemment, faire la suite de votre prise en charge. Alors, il paraît que vous ne vous arrêtez pas là et que ce petit compagnon, on va l'appeler un compagnon, oui, copilote, on va l'appeler comme ça, accompagne le médecin, même pour le défier un petit peu à la fin de la consultation, en lui disant, est-ce que tu as pensé à poser telle question et telle question, donc va augmenter encore plus le périmètre de la recherche. Alors, c'est vraiment tout l'enjeu de l'IA générative. Alors, aujourd'hui, les solutions ne sont pas encore disponibles, hein, je vais le rappeler, en France. On a des tests aux États-Unis avec ces solutions-là. Donc, c'est un copilote. On parle beaucoup de copilote aujourd'hui grâce à la technologie. Moi, ça va me permettre en tant que médecin de pouvoir, à la fin de la consultation ou pendant la consultation, me demander à mon assistant virtuel, ce copilote, quels seraient les diagnostics possibles. Il y a peut-être des choses que j'ai ratées pendant la consultation. Alors, c'est vrai qu'en tant que médecin, en général, on a notre diagnostic, mais on pense toujours à d'autres diagnostics. Et notre petite chatbox va nous répondre en disant, tu aurais peut-être dû poser cette question à ton patient et il t'aurait répondu et j'aurais trouvé un autre diagnostic. Donc ça va être comme un guide pendant la consultation. Donc ça, c'est disponible en France. La première solution de dictée de la consultation voilà. est disponible en France. Comment les médecins peuvent se la procurer? Vous allez les visiter, c'est à l'hôpital, c'est en ville? Alors aujourd'hui, c'est tous les médecins en France. On a plus de 20% des médecins français qui utilisent notre solution Dragon au quotidien de reconnaissance vocale. Parce que c'est une solution qui est très vite adoptée. Il n'y a pas besoin de formation. Globalement, vous dictez avec un vocabulaire médical qui est très bien reconnu et toutes les informations vont être mises dans le dossier patient et donc vous allez pouvoir partir avec votre compte-rendu. Médecin généraliste, hôpitaux, n'importe quel type de médecin. Mais c'est un peu une nouvelle manière d'imaginer la relation avec le patient. Le médecin se sent diminué ou augmenté paradoxalement? Alors, augmenter, bien évidemment. Parce il apprécie. Bien sûr, il apprécie. Si 20% des médecins utilisent la solution au quotidien, c'est qu'il y a un vrai gain. Il y a surtout un gain de temps. Aujourd'hui, on parle de redonner du temps médical. Je pense que c'est ce qui manque. Seule la technologie va permettre de redonner ce temps médical. Donc, on gagne du temps. Et surtout, on revient à nos fondamentaux, nous, en tant que médecins, c'est-à-dire la conversation avec le patient. C'est ça pourquoi vous venez voir un médecin. Vous venez voir un médecin pour discuter. Donc, on remet, en gros, les fondamentaux de la médecine, qui est de converser avec le patient pour l'aider dans sa prise en charge. Et là, le patient, comment se comporte-t-il? Parce qu'on l'entend souvent avoir peur de livrer ses données. Et paradoxalement, quand il s'agit du soin, là, il va être en confiance et il va se livrer naturellement. C'est un petit peu paradoxal, la relation qu'on a aux données en France. Expliquez-nous votre constat. C'est la confiance que vous avez avec votre médecin. Si votre médecin est capable de vous accompagner sur le fait d'utiliser de nouvelles technologies, parce que ça a une vraie valeur ajoutée pour vous et dans votre prise en charge. Et puis, il ne faut pas oublier le futur. C'est que toutes ces informations médicales, aujourd'hui, vous les patients, on a du mal à accéder à ces informations médicales parce qu'on ne sait pas comment les utiliser. Grâce avec l'IA générative, vous allez pouvoir parler naturellement, poser des questions. J'ai un exemple, par exemple, concret où une consultation de diabéto, on annonce un diabète à un patient, il y a beaucoup d'informations qui sont partagées pendant cette consultation, le patient il rentre chez lui, il se dit « je ne sais pas ce qu'il m'a dit le médecin, je ne sais pas quoi faire ». L'objectif après, c'est d'utiliser ces technologies-là pour quand vous rentrez chez vous, avec un assistant, votre assistant en tant que patient, d'être capable de poser des questions, de dire qu'est-ce qu'a dit le médecin là, qu'est-ce que je dois faire un résumé de la consultation. Donc il y a le versant pour le médecin qui va lui redonner du temps dans la consultation, mais il y a aussi le versant pour le patient qui va permettre d'interroger ces données avec sa propre façon de compréhension. Et ça, c'est un vrai changement. Alors, pour qu'on comprenne bien, toutes ces données, elles vont aller dans un espace qu'on appelle le cloud. Vous savez, donc cet espace dématérialisé qui stocke les données. Est-ce que là, on peut être rassuré? Où est-ce qu'elles sont, nos données?Elles sont sur une juridiction où on est totalement protégé? Dites-nous un petit peu plus. Aujourd'hui, les données, elles sont stockées dans un cloud hébergeur de données de santé, qui est la réglementation en France. Donc, on suit la réglementation en France. Et on est bien évidemment dans d'autres pays et on suit la recommandation d'autres pays. Nous, en Nuance et Microsoft, en tant que société, on ne va pas prendre le risque que les données soient mal gérées. Donc voilà, aujourd'hui, vous pouvez être sécurisé sur le fait que les données sont sécurisées chez vous. Et alors,
Là aussi, l'intelligence artificielle générative que vous utilisez, elle a besoin d'être entraînée. Donc ça veut dire que plus on va avoir de médecins qui entraînent ces intelligences sur certaines pathologies, le diabète, les maladies cardiovasculaires, plus elles vont être performantes et elles vont donner des réponses précises et elles vont permettre d'accompagner plus amplement. C'est, si je comprends bien un petit peu la mécanique si on l'extrapole. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai qu'on est en train d'adapter en gros ce qu'on appelle les large language models au cœur de notre métier qui est la santé. Et plus on va les utiliser dans le monde de la santé, plus on va les adapter pour que les réponses soient les plus pertinentes. On est vraiment au début de l'histoire de comment l'IA générative va vraiment bouleverser notre façon de travailler, nous médecins, et aussi la façon dont les patients vont recevoir l'information. Et si je vous demande à 2 ou 3 ans un peu comment vous envisagez une consultation, quelles sont les perspectives pour une consultation, c'est revenir à l'essentiel, l'examen clinique, l'échange et puis surtout la sécurisation de la consultation grâce aux technologies qui va pouvoir peut-être m'alerter à un temps pendant la consultation. Ah, il faut que tu penses à ce diagnostic-là, il faut que tu poses cette question-là. Ce sera vraiment un guide avec nous. Donc ça veut dire que dans le même temps imparti que celui que le médecin avait avant, plus de temps qualitatif. Plus de temps qualitatif avec le patient. Les premiers retours sont excellents, si vous allez me dire oui. Mais oui, après il y aura toujours des médecins récalcitrants, hein, ça fait partie de la population médicale, mais clairement oui, il y a une vraie appétence. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un médecin passe 1/3 de son temps dans les tâches administratives. Donc, quand vous enlevez 1/3 de votre temps et que vous le récupérez plus pour le patient en même temps pour pouvoir vous rentrer chez vous plus tôt le soir, voilà, tout le monde est gagnant. Et pour conclure, ce sont plutôt des médecins jeunes qui sont ce qu'on appelle les digital natifs, ou alors ce sont des médecins toute génération en fait qui adoptent vos solutions? Il n'y a pas de profil. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est même les anciens médecins de l'ancienne génération, ceux qui arrivent proches de la retraite. En gros, comme ils sont habitués à écrire beaucoup de choses dans les dossiers et perdent beaucoup de temps, ils prennent la technologie vraiment facilement. Les jeunes médecins, c'est normal, mais c'est pas une question d'âge. Franck, pour conclure, des innovations comme celle-là, vous en avez beaucoup en portefeuille, puisque c'est un petit peu la mission, on va dire, de France Biotech. Si vous deviez nous partager le top 3 des innovations qui va révolutionner notre avenir à court terme. Quand vous avez 650 entrepreneurs, de pouvoir en citer que 3, vous imaginez bien que ça sera... Mais des tendances d'innovation, des tendances. Non, je pense qu'on a effectivement, ça a été présenté, effectivement ces innovations qui soulagent le corps médical pour pouvoir lui apporter plus de temps et de qualité du soin. Je pense que ça, effectivement, beaucoup travaillent sur ces sujets. La capacité à identifier précocement les pathologies, je pense que là aussi, les outils sont en place. Les pratiques médicales aussi, c'est-à-dire que quand vous voyez en chirurgie, aujourd'hui, on voit bien qu'on assiste à une révolution de la prise en charge dans la chirurgie avec les jumeaux numériques, c'est-à-dire que ça revient on a une image du terrain de jeu entre guillemets du chirurgien, ça lui permet de prévoir la façon dont il va engager l'opération chirurgicale. Ça va lui permettre également d'aller beaucoup plus efficacement au moment où il va opérer, donc de réduire le temps opératoire. On sait que si on réduit le temps opératoire, on réduit les conséquences post-opératoires, on peut sortir plus tôt, on a moins d'effets indésirables, etc. Donc typiquement, vous voyez là-dessus, le changement complet d'une pratique médicale est en train d'être mis en œuvre. Sur le diagnostic, on a aussi des outils d'IA qui permettent d'aller beaucoup plus vite sur des diagnostics, notamment en oncologie, avec une discipline qui s'appelle l'anatomopathologie, qui revient à prendre des échantillons d'un tissu, de les regarder au microscope. Ça se faisait de façon très historique, on va dire sous un microscope, avec un spécialiste qui avait une connaissance encyclopédique des différentes variations qu'on pouvait obtenir en termes d'anatomie tissulaire. Et là, en l'occurrence, des outils d'IA qui permettent d'aller extrêmement vite, qui permettent de former aussi. Il y a aussi tous ces aspects-là, c'est-à-dire que ces outils-là permettent d'accélérer la formation des médecins dans l'appropriation d'un certain nombre de connaissances. Et là, on l'a vu, c'est-à-dire que ça permet aussi d'éviter un certain nombre d'erreurs, ça permet aussi de pouvoir se confronter. Le fait aussi de pouvoir disposer, à travers la numérisation, de réseaux de médecins qui se parlent dans les cas qui peuvent être complexes.
et notamment on le voit dans la chirurgie, là aussi ça fait partie des choses, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un chirurgien de l'autre côté de la planète qui est le spécialiste de cette opération-là, qui va aider les chirurgiens à différents endroits dans le monde pour maîtriser la technique, avoir la meilleure chance de succès. Voilà, tout ça aujourd'hui, ça fait partie des innovations que porte France Biotech. Donc on a bon espoir d'être du moins bien soigné, voire guéri. Être dans un système de prévention aussi qui... ma conclusion est très mauvaise. On peut couper là. Voilà. On refait. Oui. Attends, je trouve un truc. Hein? Oui, là, la conclusion, c'est... Bon, grâce à toutes ces innovations, on a peut-être l'espoir de voir un champion numérique et de très belles perspectives pour notre système de santé. Tout à fait, et je pense que la suite, ça va être effectivement dans la prévention. Le gros enjeu de demain, c'est la prévention, c'est-à-dire de pouvoir à la fois disposer de solutions pérennes et qui sont implémentées. Et ça veut dire un changement de comportement, ça veut dire une éducation de la population sur l'usage de la prévention. Merci beaucoup Franck Mouton, je rappelle France Biotech et Arnaud Villemette, Nuance pour Microsoft. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et en podcast. Merci à tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.